Donc, remarque sur le rameau d'or de Fraser de Ludwig Wittgenstein. La manière dont Fraser expose les conceptions magiques et religieuses des hommes n'est pas satisfaisante, elle fait apparaître ces conceptions comme des erreurs. L'idée déjà de vouloir expliquer l'usage, par exemple le meurtre du roi prêtre, me semble un échec. Tout ce que Fraser fait consiste à le rendre vraisemblable pour des hommes qui pensent de façon semblable à lui. Il est très remarquable que tous ces usages soient au bout du compte présentés pour ainsi dire comme des stupidités. Mais jamais il ne devient vraisemblable que les hommes fassent tout cela par pure stupidité. Lorsque, par exemple, il nous explique que le roi doit être tué dans la fleur de l'âge, parce qu'autrement, d'après les conceptions des sauvages, son âme ne se maintiendrait pas en état de fraîcheur, on ne peut pourtant que dire, là où est cet usage, pardon, là où cet usage et ces conceptions vont ensemble, l'usage ne provient pas de la façon de voir, mais il se trouve justement tous les deux là. Il peut bien arriver, et il advient fréquemment aujourd'hui, qu'un homme abandonne un usage après avoir reconnu une erreur sur laquelle cet usage s'appuyait. Mais ce cas n'existe précisément que là où il suffit d'attirer l'attention de l'homme sur son erreur pour le détourner de sa pratique. Or, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des usages religieux d'un peuple, et c'est pour cette raison qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Fraser dit qu'il est très difficile de découvrir l'erreur dans la magie, et c'est pour cela qu'elle se maintient si longtemps, parce que, par exemple, un sortilège destiné à faire venir la pluie se révèle certainement tôt ou tard efficace. Mais alors il est étonnant précisément que les hommes ne salissent pas plus tôt que même sans cela, tôt ou tard, il pleut. Je crois que l'entreprise même d'une explication est déjà un échec, parce qu'on doit seulement rassembler correctement ce qu'on sait et ne rien ajouter, et la satisfaction qu'on s'efforce d'obtenir par l'explication se donne elle-même, se donne d'elle-même. Et ici, ce n'est absolument pas l'explication qui satisfait. Lorsque Fraser commence en nous racontant l'histoire du roi de la forêt de Némi, il le fait avec un ton qui indique que se passe ici quelque chose de remarquable et d'effrayant. Mais à la question pourquoi cela a-t-il lieu, on a véritablement répondu lorsqu'on dit parce que c'est effrayant. C'est-à-dire, cela même qui nous apparaît dans cet acte effrayant, grandiose, sinistre, tragique, etc., rien moins que trivial et insignifiant, c'est cela qui a donné naissance à cet acte. On ne peut ici que décrire et dire ainsi est la vie humaine. L'explication, comparée à l'impression que fait sur nous ce qui est décrit, est trop incertaine. Celui qui est saisi par la majesté de la mort peut exprimer cela par une vie de ce genre. Cela ne constitue naturellement pas non plus une explication, et ne fait au contraire que mettre un symbole à la place d'un autre, ou encore une cérémonie à la place d'une autre. Un symbole religieux ne se fonde sur aucune opinion, et c'est seulement à l'opinion que l'erreur correspond. Les pratiques religieuses ou la vie religieuse du roi prêtre ne sont pas d'une nature différente de celle de n'importe quelle pratique authentiquement religieuse d'aujourd'hui, comme la confession des péchés. Celle-ci peut s'expliquer et ne peut pas s'expliquer. Brûler en effigie, embrasser la photographie de la bien-aimée, cela ne repose naturellement pas sur la croyance qu'on produit un certain effet sur l'objet que l'image représente. Cela vise à procurer une satisfaction, et y parvient effectivement. Ou plutôt, cela ne vise rien. Nous agissons ainsi et nous avons alors un sentiment de satisfaction. On pourrait embrasser aussi le nom de la bien-aimée, et alors apparaîtrait clairement comment le nom remplace celle-ci. Le même sauvage qui, apparemment, pour tuer son ennemi, transperce l'image de celui-ci, construit sa hutte en bois de façon bien réelle et taille sa flèche selon les règles de l'art, et non en effigie. Il faut distinguer des opérations magiques, les opérations qui reposent sur une représentation fausse, trop simple des choses et des événements. Lorsqu'on dit par exemple que la maladie passe d'une partie du corps dans l'autre et qu'on prend des dispositions pour détourner la maladie, comme si elle était un liquide ou un état thermique,
On se fait alors une image fausse, c'est-à-dire inadéquate. Mais quelle étroitesse de la vie spirituelle chez Fraser. Par suite, quelle impuissance à comprendre une autre vie que la vie anglaise de son temps. Fraser ne peut se représenter aucun prêtre qui ne soit au fond un parson anglais de notre époque, avec toute sa sottise et sa veulerie. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer ainsi un livre sur l'anthropologie. Quand on considère la vie et le comportement des hommes sur Terre, on s'aperçoit qu'ils exécutent, en dehors des actes qu'on pourrait appeler animaux, comme l'absorption de nourriture, etc., des actes revêtus d'un caractère spécifique qu'on pourrait appeler des actes rituels. Mais cela étant, c'est une absurdité de poursuivre en disant que ces actes se caractérisent par ceci qu'ils proviennent de conceptions erronées sur la physique des choses. C'est ainsi que procède Fraser lorsqu'il dit que la magie est essentiellement de la physique fausse, ou selon le cas, de la médecine fausse, de la technique fausse, etc. Ce qui est caractéristique de l'acte rituel, au contraire, ce n'est pas du tout une conception, une opinion, qu'elle soit en l'occurrence juste ou fausse, encore qu'une opinion, une croyance, puisse elle-même être également rituelle, puisqu'elle fait partie du rite. On pourrait dire chaque point de vue a son charme, mais ce serait faux. Il est juste que tout point de vue est important. Il est juste de dire que tout point de vue est important pour celui qui le considère comme important, mais cela ne veut pas dire qu'il le voit autrement qu'il n'est. Oui, en ce sens, chaque point de vue est d'égale importance. Je lis parmi de nombreux exemples semblables la description d'un roi de la pluie en Afrique, à qui les gens viennent demander la pluie lorsque vient la saison des pluies. Or, cela veut dire qu'il ne pense pas réellement qu'il puisse faire de la pluie. Il le ferait autrement pendant la saison sèche, durant laquelle le pays est un désert aride et brûlé. Car si l'on admet que les gens ont par sottise un jour institué cette fonction de roi de la pluie, ils ont déjà eu auparavant l'expérience du fait que la pluie commence en mars, et ils auraient fait fonctionner le roi de la pluie pour le reste de l'année. Ou encore, c'est le matin, lorsque le soleil va se lever, que les hommes célèbrent les rites de l'aurore, et non la nuit. Ils se contentent alors de faire brûler les lampes. Lorsque je suis furieux contre quelque chose, je frappe quelquefois avec mon bâton contre la terre ou contre un arbre. Mais je ne crois tout de même pas que la terre soit responsable ou que le fait de frapper puisse avancer à quelque chose. Je donne libre cours à ma colère. Et de ce type sont tous les rites. On peut appeler de tels actes des actes instinctifs, et une explication historique qui dirait par exemple que j'ai cru autrefois, ou que mes ancêtres ont cru, que le fait de frapper la terre avançait à quelque chose est une hypothèse superflue qui n'explique rien. Ce qui est important, c'est la similitude de cet acte avec un acte de châtiment, mais il n'y a rien de plus à constater que cette similitude. Ok. Alors, c'est un texte qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, décousu. C'est-à-dire qui est fait de briques et de broc, avec des remarques ponctuelles sur le rameau d'or de Fraser. Que nous dit Wittgenstein? Au fond, Wittgenstein va reprendre à son compte une distinction fondamentale en science qui devrait vous parler. C'est une distinction qu'on trouve chez un auteur allemand qui s'appelle Dilthey, D-I-L-T-H-E-Y. C'est la distinction entre expliquer et comprendre. Et cette distinction va se superposer à la distinction entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Qu'est-ce que c'est qu'expliquer? Ça, je l'avais dit à vos camarades. Expliquer, c'est élucider un phénomène en donnant la cause. Et c'est ce que va faire Fraser. Il va essayer de donner la cause des rituels magiques. Expliquer, c'est donner la cause. C'est élucider un phénomène en remontant jusqu'à sa cause.
Et au fond, l'explication, c'est le modèle épistémologique, c'est le modèle de connaissance de toutes les sciences de la nature. Toutes les sciences de la nature, dit Dilthey, après on peut ne pas être d'accord, mais toutes les sciences de la nature, selon Dilthey, reposent sur l'explication. Et puis il y a la compréhension, expliquer et comprendre. Et qu'est-ce que c'est que comprendre? C'est précisément pas expliquer. Ce n'est précisément pas expliquer. Comprendre, ce n'est pas donner la cause d'un phénomène. C'est en saisir le sens en le mettant dans un contexte et dans une perspective. Et au fond, l'explication s'intéresse à l'existence du phénomène en remontant jusqu'à la cause. La compréhension ne s'intéresse pas du tout à l'existence du phénomène. On ne s'intéresse pas en histoire, enfin on s'intéresse pas peu pour savoir comment la Bastille a été prise ou comment, je ne sais pas moi, enfin on peut, hein, mais c'est marginal, comment Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz. En fait, on sait déjà tout ça. Ce qu'on va se demander en histoire et dans les sciences humaines en général, c'est quel est le sens de certains événements, quelle est leur signification. Que signifie, par exemple, la prise de la Bastille dans le déroulement de l'histoire de la Révolution française ou dans le déroulement de l'histoire de la royauté. Et comment est-ce qu'on va comprendre cet événement en le mettant dans un certain contexte? Est-ce qu'il y avait eu déjà des révoltes de ce genre auparavant? Est-ce que c'est un événement unique en son genre? Comment cet événement va-t-il être perçu par les artisans du faubourg Saint-Antoine? Comment est-ce qu'il va être perçu par Versailles? Comment est-ce qu'il va être perçu depuis l'étranger? Autrement dit, c'est ça que fait l'histoire, c'est ça que fait la sociologie, c'est ça que font les sciences humaines de manière générale, c'est comprendre. Comprendre, c'est saisir le sens. Expliquer, c'est donner la cause. Que fait Fraser? Que fait Fraser face à un phénomène tel que la magie du sang, tel que le rituel de sacrifice humain? Fraser va chercher à expliquer ces phénomènes, ces événements. Et en particulier, ce sont des événements, ce sont des phénomènes sociologiques qu'on va retrouver absolument dans toutes les cultures, à un stade ou à un autre. Il va parler de deux rituels. Le rituel du sacrifice du roi prêtre. Il y a des millénaires dans la tribu de Némi, de la forêt de Némi, ou du lac de Némi. C'est une tribu gauloise qui résidait près du lac de Némi, donc au nord de l'Italie, et dont on sait par des récits romains qu'ils pratiquaient le sacrifice à intervalles réguliers, évidemment, de leur roi. Ils égorgeaient leur roi sur un autel, leur roi qui était aussi leur meilleur guerrier. Et le rituel moi, que j'aime beaucoup, le rituel du roi de la pluie en Afrique. Alors, il ne précise pas où ça a lieu. Probablement Fraser est en anglais, en Afrique orientale plutôt qu'en Afrique occidentale.
Qu'est-ce qui va caractériser l'explication de Fraser de ces phénomènes? Fraser pense que la magie et ces rituels-là, de manière générale, peuvent s'expliquer par les défaillances de la connaissance scientifique. C'est vieux comme le monde, cette explication. C'est vieux comme Auguste Comte en particulier. On explique la religion, la superstition, la magie par le manque de progrès scientifique. Moins une société est avancée scientifiquement et technologiquement, plus elle va avoir recours à la magie pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Et c'est ce que pense Fraser. Fraser dit, en gros, si on pratique des sacrifices humains, c'est parce qu'on n'est pas capable techniquement ou scientifiquement d'expliquer le monde d'une autre manière, ou de modifier le monde d'une autre manière. Okay. Donc, en gros, Fraser explique la magie comme une erreur. Une erreur qui pourrait donc être corrigée, éventuellement, si on voyageait dans le temps et qu'on expliquait à ces tribus barbares gauloises que c'est pas bien de sacrifier leur roi. Quoique, je demande à voir, de temps en temps. Wittgenstein dit, mais il est complètement stupide de considérer que ces rituels ont lieu par stupidité. Il est stupide de supposer chez les autres une stupidité systématique. Cette tribu gauloise ne sacrifiait pas son meilleur guerrier à intervalles réguliers par stupidité. Alors j'ai un de vos camarades qui m'a dit, mais oui, c'est très malin de sacrifier son meilleur guerrier à intervalles réguliers, parce que ça prouve aux tribus voisines qu'on n'a pas peur, qu'on en a d'autres en réserve, etc., etc. Oui, mais en fait, c'est même pas le propos de Wittgenstein. Le propos de Wittgenstein, ça consiste à dire que l'explication ne sert à rien. L'explication du rituel magique n'a strictement aucun intérêt. Qu'est-ce qui compte? Eh bien, c'est la compréhension du rituel. Et pour comprendre un rituel tel que le sacrifice humain, au fond, il suffit de le décrire. Il suffit de le décrire tel qu'il est. Et ce qu'il est, c'est terrifiant, horrible, gore, sanglant, etc., etc. Oui. C'est ça, c'est la compréhension du sacrifice. Et en fait, c'est ça, la compréhension, c'est la description pour Wittgenstein. On comprend certains phénomènes comme la magie, comme le rituel de la magie du sang, simplement en le décrivant. Donc pourquoi ces sauvages-là sacrifient-ils leur roi pour Wittgenstein? C'est précisément parce que c'est terrifiant, parce que c'est horrible, parce que c'est gore. Et on aura compris ce que c'est que ce rituel une fois qu'on aura dit ça. Et une fois qu'on l'aura peut-être ressenti aussi. Autrement dit, le rituel du sacrifice humain a lieu pour Wittgenstein parce que certains peuples ont un rapport spectaculaire à la mort. Ils ont un rapport
de terreur et de piété face à la mort. La mort qui est une divinité pendant très longtemps dans à peu près toutes les religions païennes. Il y a un dieu de la mort à peu près partout, ou une déesse de la mort à peu près partout qui se promène dans toutes les religions païennes. Et ce qui est intéressant chez Wittgenstein, c'est qu'il va nous dire, mais en fait, quand on est face à un rituel magique de ce type, on se rend compte que nous aussi, nous sommes des êtres de rituels. Nous aussi, nous avons des rituels qui ne peuvent pas s'expliquer. Qui s'est déjà cogné contre un objet pointu? Tout le monde, je pense. Et ça n'est jamais arrivé à personne de remettre un coup à l'objet contre lequel on s'était énervé. Moi, si, de temps en temps, si vous voulez. Quand je me cogne et je me fais mal, je fais et je lui en remets un, hein, pour lui apprendre. Pour apprendre à l'armoire. Euh, c'est totalement irrationnel, mais ça soulage. Ça soulage. Et au fond, ce que dit Wittgenstein, je reviendrai sur un autre exemple, c'est qu'il y a énormément d'actions sociales, de pratiques sociales, qui n'ont strictement aucune utilité technique, mais qui soulagent en nous certains besoins. On n'a plus de sacrifice humain, mais on a des films d'horreur, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va regarder des films d'horreur? Parce qu'on a besoin, d'une certaine manière, à partir du moment où on a évacué la mort, la vieillesse, la maladie, tout ce qui pouvait nous terrifier de nos vies en mettant tout ça dans des EHPAD, on va au cinéma pour compenser d'une certaine manière. À partir du moment où plus personne ne va, enfin plus grand monde ne va à la messe, on fait des films d'horreur avec des bonnes sœurs dans des couvents et des exorcismes dans tous les sens pour se dire, bah tiens, en fait, il existe des forces qui nous dépassent, même si au fond, on y croit de moins en moins. Et autre exemple que Wittgenstein prend, alors je ne vous ai pas expliqué le contexte du texte, c'est de ma faute, mais si vous regardez les dates des remarques, ça commence en 1912 et ça finit en 1951. Autrement dit, ça va quand même occuper Wittgenstein pendant une bonne partie de sa vie. 1912, c'est avant la Première Guerre mondiale et Wittgenstein va combattre, ainsi que son frère qui était pianiste et qui va perdre une main. Il va combattre pendant la Première Guerre mondiale. Et vous avez tout ça, tout ce développement sur le nom de la bien-aimée, la photographie de la bien-aimée. Bon, quand on se fait bombarder la tronche à coups d'obus de 120, on fait des trucs, on accomplit des rituels totalement irrationnels, mais qui soulagent des besoins absolument vitaux. Ça permet de conjurer la peur de la mort et par exemple, embrasser la photographie de sa fiancée quand on est en plein bombardement, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Et en fait, on comprend parfaitement ce que Wittgenstein veut dire. On ne peut pas expliquer, des pratiques qui nous semblent particulièrement lointaines. Le sacrifice humain, ça nous semble horrible. Et d'ailleurs, tant mieux d'ailleurs, parce que ça l'était aussi pour ceux qui le pratiquaient. Il y a des pratiques qui nous semblent exotiques et on se dit on ne va pas pouvoir les expliquer. Mais ce que dit Wittgenstein, c'est que de toutes les manières, on ne peut pas expliquer les rituels. Nous sommes des animaux rituels. Je ne comprends toujours pas pourquoi on continue à se dire bonjour en salle des profs, ou de manière globale dans la vie, si vous voulez. C'est un rituel. Mais oui, mais ça ne s'explique pas rationnellement, si vous voulez. On se souhaite une bonne journée, mais si ça se trouve, elle va être pourrie, la journée. So what? Pourquoi est-ce qu'on se souhaite bonjour? Pourquoi? C'est un rituel. C'est un rituel. Et la réponse que donnerait Wittgenstein, c'est parce que ça nous fait du bien. Parce que ça nous fait du bien. Oui,
alors ça fait partie d'un certain conformisme social aussi, mais je pense sincèrement que une société où tout le monde se fait, c'est un petit peu on pourrait dire que c'est une sorte de développement sur le cours que je vous avais fait sur la conception que Alain se fait du bonheur. Mais une société où tout le monde serait désagréable, tout le monde se ferait la tronche, ça serait une société qui deviendrait malheureuse au bout d'un certain moment. Okay. Et donc ce rituel, simplement de la salutation, c'est un rituel, au sens où il ne s'explique pas rationnellement, ça ne sert à rien de se souhaiter une bonne journée, simplement, ça fait du bien. Okay. Ça va pour tout le monde, hein? Okay. Conclusion de cette analyse. C'est ça qui est intéressant dans le texte de Wittgenstein. Wittgenstein commence par poser la question de l'explication de rituels qui nous semblent très éloignés de nous. Je pense qu'il n'y a pas plus éloigné, si vous voulez, que la question du sacrifice humain volontaire. Je crois qu'on en est à 50 morts français au Mali, et l'opinion publique est traumatisée. Là, on est face à une société gauloise qui zigouille son roi à intervalles réguliers et son meilleur guerrier. Oui. Ah oui. C'est un honneur pour lui. C'est un honneur, ça le rapproche de la divinité. Oui. Ah, mais nous, on ne comprend pas. Enfin, on ne parvient pas à se l'expliquer plus précisément. Parce que notre rapport à la mort a changé. Euh, Notre rapport au suicide a changé, par exemple. Le suicide, c'est devenu quelque chose de désespéré et de honteux. Chez les Romains ou chez les Grecs, c'est un acte de courage et de liberté. Et chez les Japonais. Alors, chez les Japonais, c'est compliqué. C'est aussi c'est une manière de solder sa honte, d'une certaine manière aussi. Euh, Mais clairement, on ne peut pas dire que la société japonaise soit spirituellement très proche de la nôtre. C'est quand même, pour ceux qui sont allés au Japon ou qui iront un jour, c'est un choc, manifestement. Moi, j'y suis jamais allé, je rêve d'y aller. Mais c'est un choc de se retrouver dans une société qui n'est radicalement pas la nôtre. Pas la nôtre. Mais pourquoi Wittgenstein a-t-il pris des rituels et des pratiques aussi lointaines par rapport à nous? Pour nous montrer qu'au fond, nous-mêmes, nous sommes des créatures de rituels. Nous-mêmes, nous pratiquons des rituels qui doivent sembler tout aussi étranges et qui sembleraient tout aussi étranges à des gens qui sont culturellement éloignés de nous. Il suffit de voir Les Visiteurs. Ça, c'est un grand film sur la compréhension wittgensteinienne, Les Visiteurs. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est une question qui se pose souvent. On a l'impression que nos sociétés ont évacué totalement le sacré. Que avec la disparition progressive enfin, il faut encore que je nuance évidemment, mais en gros avec le recul de la pratique du catholicisme en France, le sacré, de manière générale, a reculé, a disparu, il y a de moins en moins de tabous. C'est vrai, hein, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que avant le 19e siècle, on était dans une société où la norme, c'était la répression de la sexualité, la répression des désirs de manière générale. Aujourd'hui, on est à l'ère de la libération de tout, de toutes sortes de pulsions. On est à l'heure de la fluidité de manière globale. Euh, c'est quelque chose de très vrai, effectivement. La question est de savoir euh, si plus rien n'est sacré dans nos sociétés. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr. J'en suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle morale, très clairement, qui s'impose aujourd'hui. Je
Je ne me risquerai pas à faire de développement sur ce sujet, mais très clairement, avant, si vous voulez, bouffer un beefsteak, c'était pas un acte subversif. Euh, Ça risque de le devenir si le véganisme devient quelque chose comme un nouvel ordre moral. Euh, le, euh, le fait d'appeler les gens par leur prénom, par exemple, ou par tout simplement leur pronom personnel assigné traditionnellement à leur genre, c'était pas un problème avant. Aujourd'hui, ça peut le devenir, hein. Appelez-moi Yel. Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, etc., etc. Euh, on voit apparaître de nouvelles formes de sacralité qui ne sont pas des sacralités religieuses, mais ça commence à y ressembler, si vous voulez. Il y a des... Ah bah... oh bah... Non, mais c'est-à-dire que, bon, comment dire, la psychopathie, ça se caractérise comme un divorce entre le discours et la réalité. Et maintenant, les psychopathes vous expliquent que c'est ceux dont le discours est conforme à la réalité qui sont des psychopathes. C'était ma réflexion sur l'écriture inclusive. Ou les gens qui se déclarent non-binaires. Je ne sais pas ce que c'est que quelque chose de non-binaire. C'est une chaise. Une chaise, c'est non-binaire, effectivement. C'est ni totalement un garçon, ni totalement une fille. Mais chez les mammifères, si vous voulez, le lion non-binaire, je ne sais pas ce que c'est. Et le lion non plus, d'ailleurs. Enfin bref. Je suis trop vieux pour cette époque déjà. Alors, on attaque la troisième partie du cours et ensuite, en fait, je me rends compte que je n'ai pas fait regarder le corpus. Et c'est de ma faute. J'ai oublié de faire un aparté. Page 4, par exemple, il y avait un aparté sur la parole. Page 6, il y a un développement sur les inégalités sociales que j'ai pas fait. Euh, je, je les ferai peut-être à la fin, si on a le temps. Mais c'est c'est des questions qui méritent d'être abordées. À vrai dire, je peux les aborder tout de suite avant la troisième partie, ce n'est pas bien grave. Alors, avec vos camarades, on s'était demandé, au fond, que faire des animaux, au sens où on s'était posé la question de, c'est aussi, ça aussi pour le coup, ça fait partie du sacré de notre époque, la question de savoir si euh, les animaux étaient spécifiquement différents de nous, et en particulier si les grands singes étaient spécifiquement différents de nous. Est-ce que il y a une différence de nature entre l'être humain et l'animal, et tout particulièrement entre l'être humain et les grands singes? La question était posée sous l'optique de Claude Lévi-Strauss, et Lévi-Strauss disait, en bon structuraliste, dans le comportement des primates, il y a tous les éléments de la culture humaine, mais ces éléments ne forment pas un système. C'est-à-dire qu'on peut trouver chez les chimpanzés une communication sociale, des relations sociales complexes. On peut trouver des formes de contemplation. On peut trouver même des symptômes. On ne peut pas savoir si ça existe vraiment chez eux, parce qu'on n'est pas dans la tête d'un chimpanzé, ni dans son âme. Mais on peut trouver des symptômes de crainte religieuse, de superstition. Il y a certains lieux qui sont manifestement tabous pour certains animaux. On peut penser au cimetière des éléphants. Il y a clairement, bref, quand on regarde le comportement des primates, il y a tous les éléments de la culture humaine, mais ils sont incapables d'en faire un système, un tout cohérent, et de progresser surtout, comme l'être humain est capable de progresser en faisant de la culture quelque chose de cohérent. Il y a une question qui se pose tout particulièrement,
dans la philosophie contemporaine, c'est la question du langage. Est-ce que les animaux parlent? Les animaux parlent-ils? Est-ce que mon chien, il me comprend? Alors, le chien de mon frère, non seulement il ne me comprend pas, mais en plus, je soupçonne qu'il ne se comprenne pas lui-même. Euh, je parlerai de ça la prochaine fois, donc vendredi, on se fait 2 heures sur les apartés. Il y a demain aussi, pardon. Ah non, 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 demain on vient.